Bienvenue à l'écoute de Covid-19, Souvenirs et horizons d'artistes. Ce podcast est dédié au regard d'auteurs photographes sur les effets de la crise sanitaire dans leurs projets et dans leurs pratiques photographiques. Découvrez un témoignage singulier chaque mardi de l'année 2020 sur le site internet de Stimultania et sur sa page Facebook. Aujourd'hui, Nadim Asfar nous livre son témoignage. Nadim Asfar a une quarantaine d'années. Photographe et vidéaste franco-libanais, il s'est d'abord intéressé aux origines techniques et expérimentales de la photographie. Il développe aujourd'hui un travail dédié aux paysages montagneux et dépeuplés du Liban. Il vit et travaille entre Paris et Beyrouth. Bonjour Nadim, merci de participer au podcast de Stimultania. Pour commencer, parlez-nous de l'intérêt ou de l'utilité que vous trouvez à votre position d'artiste pendant cette crise et pendant ce deuxième confinement. Je pense que cette crise, comme toutes les crises, sont des moments où on réfléchit, on redécouvre le monde à travers une physicalité différente, un discours différent, un rapport au temps différent. Et toutes les crises, que ce soit celle-ci, ou que ce soit une guerre, ou que ce soit une crise économique, ou que ce soit une crise personnelle, une crise mondiale, c'est des moments où il y a comme un tremblement de terre et on redécouvre l'espace, on redécouvre où on vit, on redécouvre quels sont nos rapports avec les gens. Et les artistes sont des radars, c'est comme des paratonnerres, ils vont venir attraper ces changements, ils vont les bouleverser et ils ont cette spécificité d'après traduire cette expérience ou ces leçons ou ces conclusions de cette expérience, ils vont les traduire dans un autre langage. Ils vont en faire une forme qui va rester dans le temps, dans le futur. Donc l'utilité, c'est de vivre et de comprendre ce qui se passe et ensuite de pouvoir dans le futur raconter ça, faire un récit, une interprétation de ce qui s'est passé. Donc pour moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est principalement ça. J'ai essayé d'absorber au mieux cette situation pour pouvoir dans le futur peut-être en parler ou en tirer une leçon. Aujourd'hui, quelle forme de consolation vous estimez pouvoir apporter ? Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que je peux apporter une consolation. En tant qu'artiste, c'est important d'être là, de vivre le moment, de comprendre ce qui se passe, mais c'est après, c'est avec le recul qu'on pourra restituer cette expérience, comme je le disais dans ma réponse précédente. Et je pense que la consolation, si consolation il peut y avoir, je pense que l'artiste n'amène pas de consolation, il peut refléter aux gens ce qu'ils ont vécu, il peut la mettre en forme ou la mettre en image ou la conceptualiser et donc peut-être rendre aux gens palpable ce qu'ils ont vécu. C'est ce que l'artiste peut faire avec un film, avec une série de photos, avec un livre ou avec un texte. Donc je pense que si consolation il y a, si on veut garder ce mot, ce sera plus tard. Ce sera quand je pourrai retranscrire l'expérience que je viens de traverser et la mettre en mots, en forme, avec le recul nécessaire. Je pense qu'aujourd'hui, ne pouvant pas exposer ou ne pouvant pas échanger, je ne sens pas que j'arrive à faire une consolation avec qui que ce soit. Et vous, de quel réconfort auriez-vous besoin en tant qu'artiste ? Je pense que je n'ai pas besoin de réconfort. J'ai appris avec le temps à beaucoup compter sur moi-même, avec mon vécu, avec toutes les expériences que j'ai vécues moi-même. Mon travail m'apporte mon propre réconfort, ma pensée, quand j'écris, ça m'apporte beaucoup de réconfort. Et ça, j'ai peut-être le privilège de pouvoir m'apporter ça à moi-même. Donc d'être dans une certaine autonomie par rapport à ce qui me réconforte. Donc peut-être par rapport à la question de la consolation, peut-être que la consolation que je peux apporter, c'est d'être autonome et de n'avoir besoin de personne. Merci. Et le mot lien, qu'est-ce qu'il vous inspire aujourd'hui ? Le lien, c'est un mot qui est beaucoup revenu pendant cette année, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui séparer le mot confinement du mot année, puisque c'est un peu comme ça qu'on a vécu toute cette année. Donc c'est un mot qui a beaucoup ressurgi dans mon quotidien parce que j'ai eu beaucoup de moments d'introspection où justement j'arrivais à faire le lien avec ma propre histoire, justement à travers ma mémoire, parce que j'ai eu beaucoup de moments où ma mémoire s'est mise en marche. Donc j'ai repensé à plein de choses du passé et ça a créé un lien avec mon histoire, avec mon passé. J'ai remis comme ça des choses en place dans mon histoire personnelle. Et le confinement m'a beaucoup rappelé des moments de guerre au Liban, où justement on était privé de beaucoup de choses, de sorties. On était uniquement dans une gestion de crise, en se disant, voilà, il faut avoir du riz à la maison, il faut avoir de la farine, il faut avoir du sucre, machin. En fait, on est réduit quelque part, entre guillemets, à quelque chose de très dans la gestion du quotidien, dans une espèce de menace comme ça, de peur, d'angoisse. Tout d'un coup, le fait que tout ça ressorte, ça m'a relié
reprendre le mot lien, à toute cette histoire. Ça m'a refait vivre physiquement parfois ou moralement certaines choses que j'ai vécues dans le passé. Et par rapport à ma pratique, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'espace privé, sur l'espace intime, dans mes vidéos ou dans un projet comme Habiter le jour qui travaille beaucoup sur la fixité, donc sur un seul lieu, donc sur une unité de lieu, une unité de temps, une unité d'espace. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai réalisé que beaucoup de monde autour de moi, beaucoup d'artistes sur Instagram, ou sur Facebook, ou même avec qui j'ai changé, découvraient cet espace clos de la maison, de la chambre. Et le fait de travailler dans un seul et unique lieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Notre rapport avec nos murs, avec notre lit, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé dans le passé. Donc voilà ce que m'inspire aujourd'hui le mot lien par rapport à cette crise sanitaire et par rapport à ma pratique. C'est que quelque part, ça m'a soudée comme ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et à quel endroit vous pensez sortir de votre zone de confort dans cette crise? Je n'ai jamais été dans une zone de confort. Je pense que moi, j'ai une intranquillité en moi à la base et je pense que même dans les meilleures périodes, je ne me sens jamais dans une zone de confort. Je pense que quand on fait un travail artistique, quand on est dans une certaine démarche, il y a toujours quelque chose qui nous tourmente, qui nous agite quand on regarde le monde autour de nous. Aujourd'hui, on traverse une crise qui est très concrète, qui est très palpable. Mais en fait, au quotidien, si vous marchez dans Paris ou si vous marchez dans une ville, vous voyez qu'il y a tout le temps des crises. Quand vous voyez des gens en train de mendier, quand vous voyez des SDF, quand vous voyez des familles entières vivre dans le froid, dans la rue, on ne peut pas être dans une zone de confort. C'est des questions qui sont tout le temps là. Je pense que le monde est constamment dans un passage de la crise à autre chose. Et je ne sais pas c'est quoi autre chose que la crise, mais en tout cas, je pense qu'on est un peu tout le temps en crise et qu'il y a des moments de pic et des moments où c'est un peu moins la crise. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, dans les villes, il y a beaucoup de problèmes climatiques, il y a beaucoup de choses qui font que moi, je ne me sens jamais dans une zone de confort. Je viens aussi d'une région et d'un pays qui est tout le temps troublé et donc pour moi, il y a tout le temps quelque chose qui m'agite. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un truc en plus, mais ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la zone de confort ou pas. Ça m'a enlevé certaines de mes libertés, qui sont de voir les gens comme j'ai envie de les voir, qui sont de sortir quand j'ai envie, qui sont de voyager quand j'ai envie. Mais même quand je faisais ça, j'étais toujours pas dans une zone de confort. C'est pas très réjouissant. Et c'est votre ressenti, c'est important. Et quelle empreinte la situation actuelle laisse sur votre pratique? Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué durant le premier confinement, beaucoup moins dans celui-ci, c'est que ma mémoire a beaucoup travaillé. Et je pense que ça a eu un énorme impact sur mon travail futur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que ma mémoire était très vive. Il y a plein de choses qui me sont revenues à l'esprit, des sensations, des événements, des expériences que j'ai vécues, des personnes que j'avais oubliées complètement, qui me sont revenues à l'esprit. Parfois, quand je m'allongeais sur mon lit, j'avais plein d'images qui me venaient à l'esprit. Je pense qu'un peu comme un ordinateur, si vous voulez, comme la mémoire vive a été moins sollicitée par le quotidien, comme il y avait moins d'images qui m'arrivaient, comme je voyais moins de gens, comme il y avait moins d'informations qui entraient en moi, bah, tout d'un coup, il y a eu de la place à une mémoire plus ancienne, à quelque chose de plus ancré en moi, de ressortir, de remonter à la surface. Et pour moi, c'est vraiment ce que je garde le plus de cette période. Et un amour très profond aussi pour la liberté, pour la fantaisie. Vraiment, ça me manque la fantaisie du quotidien, l'espèce de les lubies, cette austérité en fait dans laquelle on vit m'a fait réaliser combien la liberté, l'extravagance parfois, la fantaisie est importante dans notre vie quotidienne pour l'enrichir. Dans une ville comme Paris, bon, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disaient ah, c'est cool, il n'y a plus la Fashion Week, il n'y a plus ça, il n'y a plus ci, comme si c'était une joie. Mais moi, je trouve que c'est dramatique parce que même si moi, ça ne m'intéresse pas forcément, mais c'est vrai que ça a rempli la vie publique d'images, de sensations, de folie, d'exagération, de saturation, de questions, de problématiques qui sont différentes, qui sont très intéressantes et qui sont au-delà du quotidien austère dans lequel aujourd'hui on vit. Et ça m'a fait réaliser que c'est beau la gourmandise aussi. On vit dans quelque chose de très mince et de très maigre aujourd'hui et que cette liberté, cette soif qu'on a,
où il y a beaucoup de gens qui remettent en question les sociétés de consommation et tout ça, bien sûr, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de très humain dans la volonté de voyager, de consommer, d'aller au restaurant, d'acheter des habits, enfin, quelque chose aussi qui est très beau et qui est très vif, d'avoir des choix, d'avoir des désirs, des excès, d'avoir une espèce de démesure parfois. Je trouve que c'est intéressant et je regrette un peu cette volonté très austérisante. On se dit, ah oui, en fait, on se met tous à être soi-disant très austère et très sage et très... Ça m'interroge. Cette crise m'a fait réaliser que même sur ma pratique, c'est beau aussi l'excès, la gourmandise en général. Vous nous partagez une de vos photographies. Est-ce que Et vous pouvez nous la raconter? alors, c'est une image que j'ai beaucoup ressortie ces derniers temps quand on me posait une question un peu identique. Très souvent, cette image m'est revenue à l'esprit. C'est une photo que j'ai prise quand j'étais très très jeune et j'apprenais encore à faire de la photo. J'ai appris à faire de la photo à Beyrouth. Et donc, je partais faire de longues marches et je connaissais très mal Beyrouth parce que quand on était enfant, la ville était divisée et donc il était très difficile durant la guerre tout simplement d'aller marcher, d'aller se promener un peu de façon insouciante. Quand on marchait, c'était pour se déplacer, pour aller de là à là, d'aller à l'école. C'est très fonctionnel. On n'avait pas cette liberté d'aller flâner, marcher, regarder. On n'avait pas cette liberté mentale de regarder le monde autour de nous parce qu'on était dans une certaine rigueur. C'est dire, voilà, on va de là à là, et c'est tout. Et donc, j'ai fait beaucoup de photos autour de 16 ans, 17 ans, quand il n'y avait plus la guerre. Quand on commençait à marcher, on commençait à sortir de nos quartiers d'enfance, à aller un peu plus loin. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait la mer qui était au bord de Beyrouth, moins loin que je le croyais. Et c'était assez intéressant, en fait, de découvrir la ville et de découvrir le langage photographique en même temps. Et cette photo appartient un peu à cette phase où je découvrais la photo, donc j'apprenais à faire de la photo. En même temps, je découvrais Beyrouth. Et je me rappelle très bien que j'étais arrivée au bord de la mer, donc comme on voit dans cette photo, il y avait cette plage publique qui était des seules plages publiques qui, à l'époque, restaient à l'intérieur de la ville, donc dans la ville intramuros, disons, alors qu'il y en avait beaucoup avant, mais bon, elles ont disparu au fur et à mesure du temps, avec l'urbanisation, avec le fait qu'on a changé l'usage de la ville. Mais j'étais assez fascinée par cette vision des corps libres, en tout cas qui donne l'impression d'être libre, au bord de la mer, avec la ville derrière moi, qui est très proche, donc tous les immeubles et tout ça. Et en face de moi, cette plage, cette espèce de filet de volée improvisé, avec ces corps qui sont là de façon très naturelle, avec beaucoup de candeur aussi, en train d'user de l'espace public de façon très belle, je trouve, et très poétique. Avec ces deux chevaux, on ne sait pas très bien ce qu'ils font là. Et j'ai trouvé qu'il y avait une forme de liberté sauvage qu'on a beaucoup perdu à Beyrouth et globalement au Liban, et je pense dans le monde aussi. C'est pour ça que j'ai choisi cette image, parce que je tiens beaucoup à la liberté de l'expérience, à la liberté de nos corps. Et cette photo, elle me rappelle toujours cette période-là de Beyrouth, où tout le monde était dehors en fait. Tout le monde était quelque part sorti de la guerre, sorti des abris sous sol et sorti à la lumière, sorti dans l'espace, dans l'air. Tout le monde était un peu à la rencontre de l'autre. Il y avait beaucoup de gens qui rentraient de partout dans le monde. La diaspora libanaise est très vaste. Et après la guerre, il y a plein de gens qui sont rentrés au Liban. Il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de métissage, de gens très différents. Et cette image me ramène toujours à cette période-là où il y avait une espèce d'intensité à mettre son corps dans la ville, dans l'espace public. Merci. La semaine dernière, c'est Benoît de Carpentier qui participait à ce podcast. Il vous pose la question suivante. Qu'est-ce que voir? J'ai lu une phrase très belle dans un livre qui s'appelle L'Atelier infini, écrit par Jean-Christophe Bailly, où il parle plutôt du regard et il dit que regarder, en fait, l'origine du mot regarder, c'est garder. Et donc, il y a un rapport avec le fait de protéger et de veiller sur. En fait, l'origine du mot est en allemand, c'est ward. Enfin, je pense, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est un rapport avec le fait de veiller sur. C'était une vraie découverte quand j'ai lu cette phrase de Jean-Christophe Bailly, ce rapport avec l'étymologie du mot regarder qui signifie veiller sur. Parce que dans mon travail, c'est vrai que j'ai cette intuition, j'ai toujours photographié les choses dans une volonté de veiller sur ces choses, de peur qu'elles ne soient plus là, de peur qu'elles disparaissent, de peur de ne plus pouvoir les voir, justement. Le fait de ne pas pouvoir les transporter avec moi à ces lieux.
Et donc, le fait de regarder, ou je ne sais pas si on peut dire que regarder et voir, c'est la même chose, mais moi, je m'intéresse plus au fait de regarder. Et donc, je pense que dans le fait de regarder, il y a une vraie relation entre deux. Ça, c'est une façon de répondre à cette question. Une autre façon, moi je dirais que pendant très longtemps, je pensais que voir était uniquement lié à la vue, mais j'ai très vite réalisé que voir, c'est pas voir seulement. Voir, mais c'est comprendre, c'est mettre des mots aussi, c'est tout un langage, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place quand on voit. Parce qu'on voit aussi avec notre culture, on voit avec notre langage, on voit avec bien sûr nos yeux, on voit avec notre inconscient, on voit avec notre affect ou pas. C'est-à-dire qu'on peut regarder les choses avec un affect, mais aussi on peut le regarder avec beaucoup de froideur. Donc je pense que voir, c'est une expérience très complète qui est composée d'un certain langage, d'une certaine expérience non dite et aussi des yeux. Et les yeux sont le médium à travers lesquels les choses entrent dans notre corps. C'est comme ça qu'il y a la rencontre. Mais au fond, il y a tout notre corps, il y a toute la colonne vertébrale, il y a les pieds. Je ne vois pas la même chose quand je marche que quand je suis en voiture. Je ne vois pas la même chose quand j'ai des grosses chaussures, quand j'en ai des fines. Voir, c'est une expérience très complète, physique. Ce n'est pas uniquement les yeux. Ça, c'est une autre façon de répondre aussi à cette question. Et pour finir, à quelle question auriez-vous aimé répondre? Quel est votre rapport avec le langage? Merci beaucoup Nadim d'avoir partagé votre expérience et vos ressentis. Merci à vous, merci à Stimultania. C'est une expérience très intéressante que j'ai avec votre centre et je suis ravie d'exposer chez vous. Merci. À mardi prochain pour un nouveau témoignage et pour écouter la réponse à la question de Nadim Asfar.